Les honorables députés des partis politiques Union progressiste Le Renouveau et du bloc républicain des législatures passées du Bénin étaient face aux hommes des médias ce vendredi 29 décembre 2023 à Cotonou. L'objectif est de situer le peuple béninois par rapport à un certain nombre de préoccupations brûlantes de l'actualité sociopolitique nationale du Bénin. Nous vous proposons l'intégralité de ce qui a été dit. Chers amis journalistes, chers concitoyens, cette sortie est réalisée par des personnalités politiques de la mouvance présidentielle, toutes tendances confondues. Je dis bien de la mouvance présidentielle, toutes tendances confondues. Vous avez donc des personnalités de l'Union progressiste Le Renouveau, vous avez des personnalités du bloc républicain ici dans la salle. Cette sortie, c'est pour situer le peuple béninois sur un certain nombre de faits. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment silencieux. En effet, il est de notre responsabilité d'alerter le peuple, et notamment notre jeunesse, sur les stratégies de désinformation et d'intoxication mises en branle et orchestrées par les démocrates et leur chef, Boni Yahi, pour embrouiller le peuple au sujet des réalisations et acquis du régime du président Patrice Talon de 2016 à ce jour. Ceci est d'autant plus important que nous, personnalités animant cette conférence de presse, sommes des acteurs politiques bien connus du peuple. Vous nous connaissez, vous regardez bien les figures, et dont certains occupent la scène politique depuis 1990, donc depuis l'avènement du renouveau démocratique. Depuis 2016, n'en déplaise à une certaine classe politique, nous pouvons dire, sans fausse modestie, que notre pays, le Bénin, avance. Et cette avancée, bien visible au plan national, est reconnue sur le plan régional et international. Et surtout, dans le contexte économique difficile que traverse le monde entier, ainsi que tous les peuples. Alors, il n'est point question de reculer. Le Bénin avance. Le Bénin avance sur tous les plans. Le Bénin avance sur le plan démocratique, sur le plan de la bonne gouvernance, sur le plan économique et également sur le plan sécuritaire. Et vous conviendrez avec moi que nous ne devons plus jamais reculer. Dans un pays démocratique, il est normal qu'il y ait une opposition et une mouvance. Nous le savons. Nous sommes pour la contradiction. Nous ne disons pas que nous prêchons pour un seul son de cloche. Mais la démocratie, comme vous le savez, c'est un ensemble de règles qui facilitent notre vivre ensemble harmonieux. Alors, le régime de la rupture n'a jamais enfreint aux règles de la démocratie depuis 2016. Bien au contraire, c'est le seul régime qui, depuis la Conférence nationale des forces vives de la nation, a renforcé la place et le rôle des partis politiques pour l'animation de la vie politique dans notre pays. C'est également le seul régime qui a renforcé la visibilité des partis politiques de l'opposition par les lois sur le statut de l'opposition
et le financement des partis politiques adopté par la 7e législature et la 8e législature. Oui, chers amis journalistes, chers concitoyens, si aujourd'hui l'opposition au Bénin est si vivace et dispose de moyens conséquents pour financer ses activités, c'est bien grâce à ces lois sur le statut de l'opposition, sur le financement des partis politiques et aussi à toutes les lois qui ont conduit à la réforme du système partisan, qui n'a eu que pour objectif que de consacrer l'existence de grands partis politiques d'envergure nationale. Rappelons qu'aujourd'hui, des membres du Parti Les Démocrates sont présents à l'hémicycle, donc à l'Assemblée nationale, après s'être conformés aux textes de loi de cette réforme politique. Réforme politique qu'ils ont combattue et contre laquelle ils ont commandité le saccage des biens et des personnes. Et je vais aller plus loin. Ils sont allés jusqu'à mettre notre pays, le Bénin, à feu et à sang en 2019. Vous vous rappelez bien. C'est cette loi qui leur a permis d'être au Parlement aujourd'hui. Et nous pensons qu'il est temps que nous puissions éclairer le peuple béninois. Nous puissions éclairer surtout notre jeunesse qu'on a tendance à manipuler par des mensonges. Tant la redevabilité que la reddition des comptes sont devenus des principes intangibles de bonne gouvernance et applicables à tous les niveaux de prise de décision. De nombreuses réalisations visibles aux yeux des plus honnêtes d'entre nous, visibles même aux yeux de ceux qui ne sont pas honnêtes, même s'ils ne veulent pas reconnaître, jalonnent notre quotidien désormais. Les infrastructures dans tout le pays, que ce soit infrastructures routières, que ce soit les projets d'aménagement, les projets de construction de superstructures, d'édifices. Quand le président Talon et son gouvernement cassaient le désordre qu'on observait dans les rues, peu de gens croyaient qu'on allait faire quelque chose. Et c'est dans tout le pays que les infrastructures ont commencé à germer. Les cantines scolaires qui permettent aujourd'hui à des enfants démunis, à des familles démunies, d'assurer le repas, moins repas aux enfants dans les écoles. Je crois que ce projet de cantine scolaire a fait école parce que d'autres pays sont venus s'inspirer de ce qui se passe au niveau du Bénin. La production d'énergie électrique. Il n'y a pas de développement sans énergie électrique. Et là, vous devez constater la prouesse de ce régime qui a fait qu'on a eu une avancée terrible en matière d'énergie électrique. L'acte de naissance de milliers d'enfants et adultes béninois qui vous souviennent que des jugements supplétifs, le mal que les gens avaient pour avoir des actes qui permettent de les identifier. Pendant des décennies, les gens n'avaient pas d'actes. Et même pour aller aux élections, on demandait aux gens, produisez une pièce d'identité, à défaut un acte de naissance, ou à défaut encore un témoignage. Et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui, avec le projet de réforme dans ce domaine-là. Les Béninois ont aisément des actes de naissance et des pièces d'identité. Et avec la digitalisation, il n'y a plus cette tendance même à aller à la corruption, à soudoyer des gens pour avoir des papiers auxquels on a droit. La fin des concours fraudulés, débouchant sur les innombrables recrutements de nos frères et sœurs
dans tous les secteurs de la vie publique. Oui. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu des frères au village qui ne connaissaient personne et c'est uniquement par leur mérite qu'ils ont été reçus à des concours. Ce n'est pas ce qui s'est passé avant, où des gens, même sans aller dans une salle d'examen, réussissaient à des concours au prix du sonnet et du trébuchant. L'industrialisation de notre pays, qui consacre la transformation de nos matières premières et l'avènement d'une Made in Benin, la construction des logements sociaux, la fourniture en eau potable dans les villes, villages et quartiers de villes, etc. Et vous savez, la lutte contre la corruption fait partie de la bonne gouvernance. Qui vous souviennent qu'on a eu des marches blanches conduites par celui qui voulait se rendre pour le populiste, le président Yahya Boni, sans aucun résultat au regard du bilan économique catastrophique et des scandales financiers qui ont marqué son régime et dont les acteurs sont restés impunis. Oui, cette lutte est devenue une réalité depuis 2016. C'est une réalité palpable et visible sans aucun parti pris. La lutte contre la corruption ne connaît aujourd'hui ni mouvancier, ni opposants, ni parents, ni amis, ni proches. Cette bonne gouvernance se traduit par les performances économiques actuelles observées et la confiance accrue dont bénéficie le pays devant les institutions internationales. Sur le plan de la sécurité, on a eu les fêtes de nativité. La fête de nativité, on est à l'avant-veille du nouvel an. Vous voyez avec quelle sécurité. Hier, je revenais de Calavi autour de minuit. Je n'avais aucune inquiétude. Avant-hier, je revenais d'Abomey et des forces de l'ordre, de la police républicaine ou des militaires sillonnaient discrètement les voies. On peut circuler aisément. Avant, on aurait eu braquage, on aurait eu tuerie, on aurait saisi des motos, on aurait saisi des voitures. Nul ne peut oublier les souvenirs douloureux, marqués donc par cambriolage, braquage, enlèvement, meurtre, viol dans nos villes et sur nos grands axes routiers. Aujourd'hui, notre pays, le Bénin, est sécurisé. Plus sécurisé même que les grands pays développés. C'est une fierté. Nos compatriotes circulent librement, de jour comme de nuit, sans crainte. Et le gouvernement continue de mener une lutte féroce et implacable contre le terrorisme. C'est le lieu de remercier nos forces de défense et de sécurité qui sont en alerte et mobilisées en cette période de festivité pour garantir la quiétude à nos citoyens béninois. Chers amis journalistes, chers concitoyens, permettez-nous d'aborder à présent quelques points de polémique savamment entretenus par les démocrates et leur chef, Boni Yayi, l'ancien président, qui ferait mieux d'essayer de contribuer à appuyer son successeur pour le développement du pays. Dans un premier temps, nous tenons à réaffirmer haut et fort au peuple béninois que Talon n'a jamais, je répète, jamais demandé pardon à Yahya Boni. Et sur ce dossier, nous allons vous soumettre quelques faits qui vont vous donner la réalité des faits. Yahya Boni, pendant cette période trouble de 2012 à 2014, jusqu'en 2015 et puis 2016, avait perdu toutes les batailles qui l'opposaient à Patrice Talon, tant sur le plan juridique à l'intérieur de notre pays, au Bénin, que sur le plan juridique à l'extérieur de notre pays,
en France notamment, mais également sur le plan politique. Nous allons démarrer par le plan juridique dans notre pays, ici au Bénin. Rappelons qu'au commencement, il n'y avait aucun chef d'accusation contre Patrice Talon avant que Yahi Boni n'ordonne à ses tontons macoutes d'aller le chercher mort ou vivant, ce qui a justifié son exil. Le 17 mai 2013, le juge d'instruction du tribunal de Cotonou prononce une ordonnance de non-lieu général dans toutes ces affaires, tentative d'empoisonnement, atteinte à la sûreté de l'État. Je dis bien un non-lieu général le 17 mai 2013. Cette décision a été confirmée en juin 2013 par la Cour d'appel de Cotonou. Donc le non-lieu a été confirmé en juin 2013. Et le 2 mai 2014, la Cour suprême annule les arrêts de la Cour d'appel qui ont confirmé la décision de non-lieu et renvoyé à la même Cour d'appel l'affaire pour y être jugée à nouveau par une autre composition. Mais quelques mois plus tard, le 11 août 2014, la Cour d'appel a maintenu sa position et a confirmé à nouveau et définitivement le non-lieu ordonné. À cette étape, vous convenez avec nous, chers amis journalistes, que Boni Yahi avait déjà perdu ses batailles juridiques contre Patrice Talon sur le plan national, ici au Bénin. Maintenant, nous allons regarder sur le plan international en France. Le 4 décembre 2013, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a prononcé un avis de rejet de la demande d'extradition faite par le Bénin contre Patrice Talon dans les deux affaires dont nous venons de parler. Donc, là encore, sur le plan juridique, au niveau international, Yahi Boni avait perdu. Et à ce niveau, permettez-moi de faire une parenthèse. Parce que M. Djenotin Valentin, agent de santé à l'époque devenu ministre de la Justice sous Yahi Boni, fuyant son pays, fuyant la justice de son pays, pour vol et diffusion de documents administratifs, condamné à 2 ans de prison ferme avec mandat d'arrêt depuis 2019, se permet de faire du dilatoire depuis la France en manipulant et en intoxiquant l'opinion publique avec des contre-vérités. Le peuple béninois, notre peuple, mérite mieux que ce que M. Djenotin Valentin est en train de lui offrir comme spectacle. Maintenant, revenons sur le plan politique. Sur le plan politique, en 2015, depuis son exil à l'extérieur, le président Talon avait réussi à faire gagner l'opposition au Parlement en y obtenant une majorité afin de faire échouer le projet de 3e mandat de Yahi Boni, qui par toutes sortes de manœuvres avait tenté à l'époque d'imposer à la tête de notre Parlement Komi Kouché, le fugitif. Ainsi embarqué, ballotté dans un rapport de force qui lui était totalement défavorable sur tous les plans juridiques, politiques, Yahi Boni n'avait d'autre choix que de demander pardon à Patrice Talon, qu'il avait aidé par 2 fois déjà à gagner les élections de 2006 et de 2011. Quelle ingratitude pour un soi-disant homme de Dieu. Et c'est à la suite de tous ces échecs successifs et de toutes les pressions qu'il subissait que Yahi Boni en 2014 s'est adressé à Abdou Diouf, alors président de la francophonie, ancien président du Sénégal, pour réaliser une médiation. Chers journalistes, chers compatriotes, en chemin, durant le processus de médiation, je souhaite rappeler à votre mémoire que le président Abdou Diouf avait failli jeter l'éponge et avait signifié cela au président français d'alors, M. François Hollande, en lui disant qu'il était écœuré et déçu de l'exploitation que Yahi Boni faisait de l'acceptation de Patrice Talon à participer aux négociations de réconciliation. Que
Les prétendus aveux et demandes de pardon qu'aurait fait Patrice Talon, selon la communication du pouvoir de Yahi Boni d'alors, constituaient aux yeux du président Abdou Diouf une manipulation à laquelle il ne souhaitait plus participer, plus se prêter. Donc, il avait failli arrêter la médiation. Il s'est plaint du comportement de Yahi Boni parce qu'il ne se reconnaissait pas dans les propos du pouvoir en place alors, qui essayait de faire croire par tous les moyens que c'était le Patrice Talon qui avait demandé les médiations à l'époque. Vous connaissez la suite, chers amis. Pour mémoire, permettez-nous de vous rappeler encore qu'après l'élection de Patrice Talon en 2016 et après sa prise de pouvoir, Yahi Boni, aujourd'hui président du Parti Les Démocrates, est parti de nouveau solliciter entre lui et le président Patrice Talon des médiations auprès des présidents Ouattara de la Côte d'Ivoire et Faure du Togo. Au regard de tous ces éléments, il est légitime que nous nous posions les questions suivantes. Qu'est-ce qui fait autant courir le président Yahi Boni? Que cache-t-il au peuple béninois? N'a-t-il pas dit lui-même que quand quelqu'un gagne des élections, il faut le laisser travailler? Nous lui demandons de suivre les traces de son prédécesseur à lui, le président Mathieu Kérékou, et de laisser le président Patrice Talon travailler pour le bien-être de nos autres concitoyens béninois. Si la cour du mouton est sale, il ne revient pas cochon de le dire. Vous savez, en matière de bonne gouvernance, de morale et d'éthique, de leadership, on ne peut comparer l'administration Talon et l'administration Yahi. C'est le jour et la nuit. Vous savez, dans la vie, en général, et en politique en particulier, à vouloir encore être après avoir été, c'est simplement l'expression d'un manque de sagesse, de lucidité politique et un vrai gâchis. Et c'est cette boulimie du pouvoir qui hante le président des démocrates à vouloir débaucher même les députés et les élus locaux BRUP, à présider les cérémonies de transhumance, de débauchage, après avoir occupé une fonction politique au plus haut sommet de l'État. Mesdames, Messieurs les journalistes, lorsque le chef de l'État, Son Excellence, Patrice Talon disait dans son discours sur l'état de la nation que le Bénin se construit sans pose de première pierre, ni de coup de pioche et sans inauguration. Nous avons vu sur les médias quelques réactions injustifiées de certains adolescents politiques, pour ne pas dire embryons politiques, pour ne pas dire cancres politiques. Ils étaient dans une émotion pour faire plaisir à leur maître, le président du Parti Les Démocrates, Boni Yahi. Mais eux-mêmes sont très bien conscients que le président de la République n'a dit que de la pure vérité. Oui, le Bénin se construit sans pose de première pierre. Et nous disons, oui, le Bénin a progressé depuis 2016, sans visite théâtrale de chantier à laquelle Boni Yahi nous a habitués pendant 10 ans. C'est une réalité indéniable. Avec les poses de première pierre, de lancement du même chantier plusieurs fois, sans démarrage effectif des travaux, ou sans achèvement de travaux démarrés, Boni Yahi a méthodiquement détruit notre pays. Il a désacralisé la fonction présidentielle. Il n'a pas encore baissé la garde. Il est prêt à continuer à détruire ce que nous sommes en train de bâtir par nos efforts et sacrifices communs.
avec, comment dirais-je, la double ou triple inauguration à motivation populiste et à visée électoraliste d'une même infrastructure de qualité piteuse, Boni Yayi a complètement engouffré notre pays. Patrice Talon, le bâtisseur, essaie de nous sortir du gouffre et de l'abîme, et ils sont choqués par la vérité. Nous sommes dans la triste obligation de leur faire quelques rappels. Peut-être que l'immensité et la grandeur des réalisations du régime actuel ont eu pour effet l'érosion de leur mémoire. Boni Yayi est devenu tristement célèbre pour les nombreux éléphants blancs sous différentes formes de sa calamiteuse décennie du pouvoir. Suivez mes regards. L'aéroport de Tourou, c'est moi qui vous parle, c'est l'ancien maire de la ville de Parakou qui vous parle. Où j'ai eu la chance de faire au moins 5 mandatures. L'aéroport de Tourou, je vous démontrerai par A plus B que c'est le voleur qui crie au voleur. L'aéroport de Tourou annoncé pour 80 milliards de francs CFA dans une navigation, excusez-moi, à vue, qui n'ont d'égal que, comment dirais-je, le déficit en bonne gouvernance du docteur en économie, Boni Yayi, l'économiste de renom. Ce projet est la preuve que le populisme qu'il continue à faire aujourd'hui encore dans nos communes ne fait pas bon ménage avec le développement. 80 milliards décaissés, 10 milliards investis. Où sont passés les 70 milliards? C'est ça la bonne gouvernance? C'est pour ça que j'ai dit, si la cour du mouton est sale, il ne revient pas au cochon de le dire. Vous prenez le siège de l'Assemblée nationale, dont le chantier a reçu plusieurs visites de balades de santé de Boni Yayi, est unanimement reconnu aujourd'hui comme le musée national de la corruption. J'ai même demandé de voter une loi pour déclarer ce musée de la corruption pour les générations futures. Musée de la corruption, symbole d'une décennie de gabégie et mal gouvernance incurable. 24 milliards. 24 milliards de francs CFA gâchis, dont Boni Yayi est le seul responsable pour manque de sérieux dans la gestion des affaires publiques. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui viennent donner la leçon de bonne gouvernance. Le ridicule ne tire pas du temps. Je reviens maintenant sur la centrale électrique de Maria Gleta. Un groupe financier qui atteint notre niveau d'illustration de la gouvernance sans vision, sans boussole, ni planification, dont Boni Yayi était le dépositaire de 2006 à 2016. Centrale qui, nous vous le rappelons, depuis 2018, est entièrement reconstruite et qui produit aujourd'hui de l'électricité grâce à la volonté féroce du président Patrice Talon. C'est ça qu'on appelle bonne gouvernance. Parce que gouverner, c'est prévoir. Le projet des logements sociaux conduit avec un amateurisme sans commune mesure, dont les premières pierres ont été posées, reposées, mais devenir par la suite le nid des magouillas et autres reptiles, puisque les chantiers inachevés ont été abandonnés dans la brousse. Les chantiers abandonnés de Lokossa, de Parakou, pour ne citer que cela.
C'est ceux-là qui viennent donner des leçons. Je dis non. Le peuple béninois n'est pas amnésique. Le projet de construction d'usines de transformation de produits agricoles est un fiasco total. Nous citons les usines de transformation de produits agricoles construites sur Yaïboni, dont aucune ne produit 1 gramme de ce qu'est l'objet de leur création. Quel fantaisisme politique. Par exemple, il s'agit des usines de Kwamasé, transformation de tomates d'Anada, fabrication de jus d'Anada, de Zakota, jus d'orange, de Bantin, transformation de pommes, de cajou, en alcool, de Parakou, amande de cajou, de Dantengou, jus de mangue. Franchement, nous pouvons passer des heures à dresser la liste des éléphants blancs made in Yaïboni, made in Pastor. Quand on a gouverné avec autant d'échecs, puisque obnubilé par le populisme, il ne reste qu'une chose à faire aujourd'hui, c'est taire et laisser le Bénin avancer enfin. En 2026, on fera le point et comparer les décennies 2006-2016 et 2016-2026 pour voir entre le président de la République, Patrice Guillaume Atras Talon et Boné Yahi, qui a tiré le Bénin vers le haut et qui a tiré le Bénin vers le bas. Maintenant, pour finir, il n'y a pas d'arrestation extrajudiciaire. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous savez comment Fagbo a été arrêté? Adové Landé, vous savez comment il a été arrêté? Donc, en matière du principe de séparation du pouvoir et du respect de séparation du pouvoir, le président Talon est un exemple. Comme le président Badirou l'a dit, étant fils de la région, il ne peut pas entendre une autorité politique de ce niveau dire des trucs du genre. Nous avons vécu, les aînés ont vu, les enfants viennent. Il faut que nous soyons un exemple. En tout cas, moi, Natatengu, c'est chez moi. Et vous, les journalistes, vous êtes allés à Natatengu. Je pense que Natatengu a fait peau neuve depuis 2016. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas tout faire. Mais le peu qui est fait là, je pense que depuis 60, c'est significatif. Ça défie, ça crève l'œil. C'est pourquoi l'adage populaire qui dit, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais sa vitesse. Si c'est bien couru, il faut reconnaître que le lièvre court bien. Natatengu, vous êtes allé, vous êtes tout le temps là-bas pour des couvertures médiatiques. Mais comme les autres villes, les chefs-lieux des départements, Natatengu a au moins 14 km pour la première phase d'asphaltage déjà terminée et éclairée sur toute la ligne. La nuit, quand vous allez à Natatengu, vous pensez que vous vous demandez si c'est vraiment Natatengu. Avec ces montagnes, le climat, la nuit, l'éclairage, on se demande vraiment si c'est Natatengu qui est comme ça. Mais on ne peut pas se permettre de dire que Natatengu n'a rien eu. Moi, je dis qu'il faut qu'on restaure la vérité, c'est tout. Natatengu a bénéficié de la première phase d'achat de 14 km déjà réalisée entièrement avec l'éclairage. Mais le plus grand marché, je dirais même du Bénin, le moderne, le plus beau. D'autres même se demandent, qu'est-ce que moi, mes parents là, vont vendre dans ce marché-là? Je dis non, on ne mérite pas ce qui est beau. Il y en a qui, j'étais là, on dit, mais c'est la moutarde, ils vont vendre dedans. Les dames là vont vendre la moutarde, on le fait. Natatengu a eu cette chance d'avoir le plus beau marché. Et pendant le septentrion, je n'ai pas vu. Achevé entièrement sur 4 hectares 500. Entièrement achevé.
Pourquoi on m'a dit que Natango n'a rien eu, cher journaliste? C'est un peu ça la vérité, il faut qu'on restaure la vérité. On doit faire de l'opposition constructive. Ah oui, ils sont dans leur rôle, mais la désinformation, l'intoxication, c'est pas bon. En tout cas, moi, mes parents ne vont pas entendre ça, là. Ils vont dire, mais tu étais là quand même, tu n'as rien dit. Au moins, Natango a eu ces gros projets-là qui crèvent l'œil, vous avez vu. On n'a pas besoin d'aller chercher où c'est. Mais, à la prise de fonction de président Talon, il dit ça ne va pas tarder. Cette zone touristique, pittoresque, Natitengu Boukoumé, il faut permettre aux gens de découvrir, que l'accès soit facile. Mais c'est l'une des plus belles voies jamais construites au Bénin. Sur la montagne, dans des... C'est-à-dire, vous voyagez là, vous êtes d'accord. Mais c'est fait comment? C'était une priorité. Donc, quelqu'un de Natitengu va se lever pour dire que on n'a rien eu à Natitengu. Je dis, c'est pas bon. Moi, je vais dire à mon jeune frère qui a eu à le dire qu'on peut tout faire, mais il faut éviter de faire des trucs qui vont vous donner très tôt la contradiction. Natitengu, la plus belle voie. Natitengu, beaucoup mais c'est fait. On ne peut pas dire que Natitengu n'a rien eu. Mais vous allez aujourd'hui, je sais que parmi vous, certains ont des enfants très intelligents, des filles, mais vous allez, elles sont dans de très bonnes conditions à Natitengu, le lycée militaire des jeunes filles. Mais vous allez, c'est renouvelé. Aujourd'hui, avec la loi qu'on avait prise pour vraiment mettre à l'aise ces jeunes militaires en formation, vous allez là, le cadre est agréable. Ça a été fait. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas fait. Donc tout ça là, on ne peut pas vraiment se lever tout de go pour dire Natitengu n'a rien eu. Moi, en tout cas, je ne souscris pas à ça. C'est pourquoi moi, j'ai choisi vraiment faire cette clarification sur ce point. Il y a d'autres projets, au-delà de ces gros projets que vous avez vus. Natitengu n'a pas été en marge. L'Atakora n'a pas été en marge. Si je dis l'Atakora, c'est la 3e circonscription, la 4e circonscription électorale. N'ont pas été en marge de projets de développement. Tous les grands programmes nationaux, n'ont pas mis en marge Natitengu. Aujourd'hui, les microcrédits aux femmes, vous voyez comment ça se passe? C'est pas les portables, tac, ton crédit est arrivé. Pas SMS, on t'envoie un momo. Pour ne pas faire de bruit autour, pour ne pas déranger, tu es là, ton programme, on te fait un positionnement sur ton compte. Pas momo. De 50 000 à 100 000, ça continue. Est-ce que les femmes de Natitengu, parce que ce qui a été dit, non seulement que Natitengu n'a rien eu, les femmes n'ont rien eu, les jeunes n'ont rien eu. Il dit ça, c'est pas bon. Il faut qu'on ressort la vérité. Le crédit à l'AFIA, les femmes de Natitengu sont contentes. Mais j'ai de dire qu'elles sont contentes, elles en reçoivent. Mais aujourd'hui, le gouvernement a un vaste programme de soutien des filles à l'école. Est-ce que Natitengu a marre de ça? Toutes les jeunes filles du primaire au collège. Au moins, l'impact chez nous, c'est plus visible. Parce que c'est au moins dans des zones où le pouvoir d'achat est faible. Et qu'on aide les filles à raison de 4 000 francs le mois, 36 000 l'année, toutes les filles scolarisées. Est-ce que Natitengu a marre de ce programme? Non. On ne peut pas dire ça. Si on dit, je dis, on peut trouver autre argument. Mais du coup, Natitengu n'a rien eu. Vraiment, je me reprocherais cela de n'avoir pas réagi pour restaurer la vérité. Natitengu a bénéficié du renforcement de la centrale électrique par le projet RMT. Aujourd'hui, les coupures sont devenues rares. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas coupure parce que même tout appareil peut tomber en panne. Mais ce n'est plus comme cela se passait. On faisait 2 jours, 3 jours, une semaine sans lumière. Ça, c'est des vastes projets. En tout cas, vous êtes informés et vous vivez. Les cantines scolaires, comme tout enfant, est-ce qu'on a dit aux enfants de Natitengu, vous n'avez pas droit aux cantines scolaires? À l'instar de 1,3 million enfants qui sont nourris aujourd'hui, pour au moins 45 milliards aujourd'hui, contre 1 milliard de 2006 à 2016. Le programme faisait 1 milliard. Mais aujourd'hui, c'est plus de 45 milliards.
sur toute l'étendue, Natengo en bénéficie. On ne peut pas, chers journalistes, chers peuple béninois, ne pas restaurer cette vérité. Ce n'est pas bon. Il y a d'autres projets en cours de réalisation. Dans l'arrondissement de Tagaya, il y a un réseau électrique solaire qui est en construction, qui a déjà démarré. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est dans notre Tengu. Mais le bitumage, Natengu, Pota, Mounougu, Kouandé, ça a démarré. Qu'est-ce qu'on veut de plus pour désenclaver les DKP? Djougou, Peonko, Kérou, ça a démarré. Banikwara, pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut? C'est vrai. Donc ils diront ça a tardé, mais vaut mieux tard que jamais. Et vous savez, quand on est exigeant, quand on a le besoin, on est exigeant. Mais quand le besoin est satisfait, on oublie. Bientôt, mes parents de la Takura, notamment des deux KP, vont oublier le calvaire vécu depuis 60. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le Bénin avance, comme l'a dit le président, et on ne reculera pas. Il y a d'autres projets qui ont été programmés, qui vont voir le jour. La cité administrative, ça va être fait. Les 200 logements sociaux programmés, c'est un Natengu. Ils ont déjà libéré l'espace, assaini l'espace. Ils ont déjà commencé dans la Donga. Pourquoi on va dire que Natengu n'a rien eu? Moi, sincèrement, j'étais tombé de nuit quand j'entendais que Natengu n'a rien eu. Hein? Il y a des choses qu'on doit pouvoir. Donc, le projet d'assainissement des grandes villes, Natengu, ce programme est inclus dans le programme. Vous avez suivi au Conseil des ministres la reprise de la voie Latitengu, Tangueta Porga. Le marché a été attribué. Qu'est-ce que nous voulons? Je pense que nous devons être contents, hein? Même si vraiment on cherche le pouvoir, il faut qu'on ait des arguments solides. On ne peut pas venir dire. En tout cas, nous, on a dit on ne peut plus laisser le peuple sombrer. Hein? Sombrer dans l'ignorance, on doit les éclairer à tout point de vue. Nous allons vous solliciter régulièrement parce que nous avons l'obligation politique de désintoxiquer la masse populaire. Nous, que vous voyez sur la table, c'est le poids de l'expérience parlementaire. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et depuis 1990, personne ne peut nous parler de l'histoire politique de notre pays. Vous savez, notre grand frère, Yahya Boni, est complexé. Parce que Talon a reçu là où il a lamentablement échoué. C'est tout. Mettez ça dans la tête. Mais parfois, en politique, il faut reconnaître les mérites de son adversaire. C'est très important. Parce que, à écouter l'honorable Bagana, j'avais failli couler les larmes. Talon est le président de tous les Béninoises et de tous les Béninois. C'est tout le Bénin qui est en chantier. Je retrouve la qualité d'homme d'État, d'unité nationale, comme mon cher papa, le président Kérékou. C'est un homme du peuple. Et c'est pour ça, pour finir, ce que Bagana a oublié de dire par rapport aux cantines scolaires, c'est qu'avant l'avènement de Patrice Talon, le taux de couverture était à 7%. Aujourd'hui, c'est à plus de 80%. C'est tout ça qui gêne, qui dérange. Là où un grand économiste, docteur en économie a échoué, c'est là où l'homme d'État,
Patrice Talon est en train de réussir. Donc, il n'y a pas de problème. C'est un problème de complexe. Il est complexe, il est gêné. Chers amis journalistes, nous vous remercions de nous avoir écoutés très patiemment. Les preuves que nous venons de porter à votre connaissance ce jour ont pour but de vous démontrer que chaque prise de parole de nos vis-à-vis qui ne sont rien d'autre que les démocrates, honnêtement, est émaillé de contre-vérité. Alors que le rôle de l'opposition dans un pays est de faire des critiques objectives et constructives et non de passer à côté, de peindre en noir tout ce qui est fait tel que nous pouvons l'observer aujourd'hui. Chers amis journalistes, c'est connu de tout le monde. Yahi Boni est nostalgique du pouvoir et entraîne dans son obsession les jeunes qui sont autour de lui, qui ne connaissent pas véritablement l'histoire politique de notre pays, mais aussi des moins jeunes qui sont devenus amnésiques sur les réalités de la gouvernance hasardeuse, chaotique, dans une démocratie que lui-même avait qualifiée de l'escarpée. C'est le lieu de saluer la détermination, la clairvoyance et le courage du président Patrice Talon qui travaille au quotidien à renforcer notre pays, le Bénin, sur le plan démocratique, sécuritaire et économique. Permettez-nous, chers amis, les journalistes, pour finir, de remercier les illustres personnalités que sont le président Amos Bruno, Adrien Humbeji et les présidents de nos partis Abdoulaye Biochane et Joseph Djogbenou, qui ont compris la nécessité de la réforme du système partisan et qui, ensemble, avec leurs militants, accompagnent le président Patrice Talon. Boni Yahi devait, pour avoir conduit ce pays pendant 10 ans, savoir raison garder, puis discipliner sa troupe. Quelques réponses ont été apportées aux préoccupations des professionnels des médias. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. La perfection, elle n'est pas de ce monde. Parce que si la perfection était de ce monde, Dieu n'existerait pas. Et je pense que vous venez de nous donner une information par rapport aux cantines scolaires. Le Bloc républicain, l'Union progressiste, nous avons des députés à l'Assemblée nationale et nous allons mettre en place des stratégies de lobby et demander à nos parlementaires, soit à travers les questions écrites, des interpellations, ou pourquoi pas organiser des missions parlementaires pour descendre sur le terrain pour investiguer, pour voir la véracité de ce que vous venez de nous dire. Parce que n'oublions pas, nous sommes en politique. Votre information peut être exacte, comme ça peut être erronée. Donc, je pense que nous avons pris bonne note. Mais ce qui est important, c'est que le gouvernement actuel a reçu là où d'autres ont échoué. Nous venons de faire une démonstration chiffre à l'appui que les cantines scolaires
était à 7% de taux de couverture. Aujourd'hui, le président Patrice Talon est allé à plus de 80% de taux de couverture. Qui dit mieux? Pour mettre le peuple béninois au même niveau d'information, nous devons faire la différence entre ce que vous appelez détenus politiques et ce que vous appelez exilés politiques. Parce que moi, je ne veux pas rentrer dans le vocabulaire juridique de ces mots, mais je veux qu'on fasse la différence et mettre chacun dans le contexte actuel, juridique, la position juridique de chaque acteur politique. Est-ce aujourd'hui, parce que quelqu'un, fut-il un homme politique milliardaire, a des problèmes avec la justice, qui refuse, qui ne fait pas confiance à la justice de son pays, se permet, s'auto-exiler, est-ce que c'est ça qu'on appelle exilé politique? Ou bien il refuse de répondre devant la justice de son pays. Donc faisons la différence. C'est à vous de nous aider à expliquer aux populations qu'il ne s'agit pas des exilés politiques ou des détenus politiques. Il n'y a plus de détenus politiques au Bénin depuis la conférence des forces vives de la nation. Il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Parce que si vous voyez l'inculpation, nulle part ce n'est écrit. Ils sont inculpés pour leur opinion politique. Mais ils sont inculpés comme des détenus de droit commun. C'est ça la réalité. Et vous pensez aujourd'hui que nos juges ne sont pas des juges manipulés. Un juge, avant de décerner un mandat de dépôt, il le fait après son intime conviction. Le gouvernement, par le biais du procureur de la République ou le procureur général, peut demander la poursuite, mais le juge, dans son intime conviction, libre, peut décider d'aller contre la réquisition du procureur. Ça, vous le savez. Ce n'est pas à moi de vous donner les cours du droit public ici. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Donc, au Bénin, il n'y a pas de détenus politiques. Au Bénin, il n'y a pas d'exilés politiques. Ça, c'est clair. Moi, je suis un exemple vivant. En 2005, mais en plein exercice de Parakou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, vice-président de la conférence mondiale des maires, j'ai été interpellé et j'ai été gardé. Mais j'avais la possibilité de fuir le pays, mais j'ai fait face à la justice de mon pays. Et j'ai gagné contre le gouvernement qui avait demandé de me reprendre. C'est ça la réalité. Moi, je n'ai pas fui. Parce que ma conscience ne me reprochait rien. C'est ce que ça devait être. Donc, c'est clair. Je vous en prie, il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Il n'y a pas d'exilés politiques au Bénin. Ça c'est des trucs qu'il faut rectifier. Est-ce que vous pouvez, avec précision, nous dire qu'un citoyen qu'on a interpellé pour malversation et qui choisit lui-même, sans même aller devant la justice, sortir du pays, sans répondre à la justice, vous appelez ces citoyens-là un détenu politique? Oui, nous sommes ou un exilé politique? Nous sommes là en train de corriger les choses. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisions pour la génération future. Et nous sommes là pour que nos enfants ne vivent pas ou ne subissent pas ce que nous avons subi. Et c'est à cela que nous accompagnons le président Patrice Talon avec fierté.
parfois avec douleur pour nous-mêmes. C'est pas facile. Parce que, c'est vrai, c'est pas facile, mais il faut changer les paradigmes. Il faut changer les travers. On a eu de mauvaises habitudes dans ce pays. Le Bénin doit être notre parti. Et si nous avons la chance d'avoir un homme comme Patrice Talon, qui est en train de transformer ce pays, de changer nos habitudes, je souhaite vivement que nous accompagnions ce monsieur. Alors, ce que vous appelez des exilés politiques, vous connaissez l'histoire de chacun d'eux. Nous n'allons pas faire des déballages ici. Parce que nous avons fait des déballages ici, nous connaissons l'histoire du pays. Nous connaissons tous les personnalités dont vous parlez. Nous sommes restés au Parlement avec ces personnalités. Nous n'avons pas été quand même des acteurs politiques qui ne connaissent pas l'histoire du pays. Depuis 1990, on est dans l'arène politique. Depuis 1990, on est dans l'arène politique. Et je faisais déjà la politique avant que Yahi Boni ne devienne président de la République. Donc vous comprenez? Mais nous avons le droit, nous avons le devoir de vérité à ce peuple. Et il faudrait que vous, jeunes, même si nous voulons, nous avons nos partis, nos bords politiques, la politique, ce n'est pas le mensonge à tout moment. Si nous aimons ce pays, il faudrait qu'à des moments donnés, nous puissions dire la vérité. Mais il faudrait aussi que, si nous aimons ce pays, nous puissions également laisser celui qui est en train de transformer ce pays-là. Nous ne pouvons pas mettre le cœur dans tout. Même si c'est difficile pour nous, même si c'est difficile pour vous, jeunes, vous comprenez que notre pays est en train d'évoluer et on ne peut plus reculer. Et c'est ça qui a justifié, mon cher ami journaliste, cette sortie-là. Pour que le président Yahi Boni ne nous ramène pas encore en arrière. On ne peut plus jamais accepter ça. Et vous devez faire ce combat avec nous. Parce que vous êtes fiers aujourd'hui quand même de voir notre pays dans son état. C'est progressivement. Les nations que vous avez vues aujourd'hui, qui se sont développées, vous pensez comment ils se sont développés? Lorsque vous nous disons aujourd'hui, même parfois on dit non, on a faim dans le pays, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez la chance de sortir du Bénin? Sortez du Bénin. Allez dans la sous-région. Allez à Abidjan, allez au Burkina, allez au Niger. Et vous allez comprendre que parfois c'est une situation générale. C'est général. Et que ce que nous faisons ici, nous allons progressivement, même si c'est dans la douleur, nous allons progressivement transformer ce pays-là. Je me souviens que c'est les mêmes tests de loi qui ont fait que ces démocrates sont allés à l'Assemblée. C'est les mêmes tests de loi qui permettent à ces démocrates de bénéficier du financement public, de bénéficier des indemnités parlementaires qui ont été nettement améliorées sous le régime de la rupture. Je crois que il y a eu des propos tenus que tiennent constamment, quotidiennement les démocrates. Il y a eu la sortie de l'État, du chef de l'État qui a fait une intervention sur l'état de la nation. Il y a eu la sortie du chef de l'État pour expliquer un certain nombre de choses. Et après ces événements, les autres ont choisi de mentir. Il faut alors clarifier. Donc c'est l'opportunité qui nous est offerte qui justifie cette sortie. Et il faut dire qu'il n'y a pas de démocratie, de modèle idéal de démocratie. Non. Vous êtes aux États-Unis, c'est pas la même chose que peut-être dans les pays du Nord. C'est pas la même chose peut-être qu'en France. Non, c'est pas la même chose. Et qu'ils vous souviennent que lorsque Al Gore on devait faire le choix après les élections, il a fallu recourir à la Cour suprême. Ils sont 9 membres. 5 ont dit c'est l'un, 4 ont dit c'est l'autre, et on a tranché. Donc la démocratie, là, c'est aussi fonction de la culture des gens. Il y a eu en Allemagne où la présidente a fait combien d'années, mais on considère que c'est la démocratie, 14 ou 15 ans. On considère que c'est la démocratie. Si c'est ici, on va dire non, pourquoi il veut s'éterniser au pouvoir? C'est pour dire que en réalité, nous devons copier les autres, mais nous devons nous dire que nous avons une culture et nous devons nous fonder un peu sur notre culture. Donc au total, cette sortie se justifie.
il y aura d'autres sorties. Et tant qu'il y aura des événements qui vont nécessiter qu'on intervienne, on va continuer d'intervenir. Ils ont déjà suffisamment expliqué la question des détenus politiques et la question de la cantine scolaire. Ils vont nous-mêmes, les collègues, et nous-mêmes sur le terrain, et vous aussi, parce que on tend à généraliser lorsqu'on observe certaines anomalies dans certaines écoles. Mais il ne faut pas qu'on généralise, qu'on dise que ce n'est pas un succès. Même si on venait à réclamer quelque chose de symbolique pour que les enfants puissent manger, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que ne rien avoir et avoir quelque chose et pas contribuer de manière symbolique, ce n'est pas mauvais. C'est un peu comme les projets. On dit qu'il faut que votre contribution personnelle, votre effort personnel puisse permettre au bouclage du financement du projet.